bien, je donne la parole à Gilles Novarina pour le dernier exposé. Et Gilles va donc nous parler de l'œuvre de Léon Jossely et de la manière dont Jossely s'est inscrit dans les débats européens sur l'urbanisme au début du XXe siècle, là aussi toujours dans l'idée d'éclairer finalement les enjeux, les défis qui s'ouvrent, auxquels l'urbanisme est confronté aujourd'hui. Voilà, je vais essayer de faire la dernière intervention, ce qui est toujours difficile. Les gens sont fatigués. Donc je vais essayer de ne pas être trop long et d'aborder quelques points qui ont déjà été... de revenir sur quelques points qui ont déjà été abordés et sur lesquels j'apporterai un éclairage qui est mon éclairage, qui bien entendu est soumis à toutes les discussions que vous voulez avoir sur mon éclairage. Alors, moi j'ai beaucoup hésité sur le terme de modèle. Et pour finir, j'ai parlé de référence, de figure représentative, et je pense que, comme tout le monde comprend ce que c'est qu'un modèle, il vaut mieux utiliser le terme modèle et le définir. Donc j'ai écrit 2 articles récemment sur ces questions-là, dont un dans un numéro d'une revue dirigée par Olivier Ratouy sur ce que c'était qu'un modèle. Et j'ai fini par dire qu'un modèle, c'est un réservoir de choses sur lequel les gens piochent un peu ce qu'ils veulent. À un moment donné, mais il n'y a quand même pas tout et n'importe quoi, donc on va chercher un certain nombre de choses pour éclairer, pour construire en fait des projets d'urbanisme. Et de ce point de vue-là, le rapport de Léon Jossely avec les cités-jardins est particulièrement intéressant. Mon idée, c'est de revenir sur Léon Jossely comme un personnage qui est un peu l'articulation de 2 moments de l'histoire de l'urbanisme. Celui qu'on appelle la ville régulière, dont il y a eu plusieurs déclinaisons. Il y a eu la ville classique ou baroque, la ville des grands ordonnancements, qui n'est pas la ville haussmannienne. La ville haussmannienne n'est pas une ville qui est faite sur des ordonnancements, elle est une ville qui est faite sur des tracés de voirie et le découpage du sol, ce qui n'est pas la même chose. Il y a eu Cerda, qui est encore une chose assez différente. Donc, ce moment-là, qui est celui du Xe, XVIIIe et XIXe siècle. Et puis la ville moderne, la ville d'Essiam, sur lequel aussi il faudrait qu'on soit un peu plus clair pour savoir exactement ce que c'est, parce que je trouve qu'il y a beaucoup de contresens sur cette affaire-là. Donc voilà, et je trouve que ce moment charnière, on pense toujours que les moments charnières, ça va pencher d'un côté ou de l'autre. Non, ce serait peut-être bien de prendre en compte ces moments charnières et les personnages qui sont là à ces moments charnières comme des moments particulièrement importants, peut-être les moments les plus importants de l'histoire de l'urbanisme. Voilà. Après, je voudrais faire une deuxième... Je trouve que je remercie les organisateurs de ce colloque de nous permettre de revenir sur l'histoire de l'urbanisme, parce qu'on n'a pas tellement l'occasion, quand on est chercheur, de participer à ce type de colloque. Parce que moi, je pense que on se pose toujours les mêmes questions. On se pose toujours la question des espaces publics, on se pose toujours la question du découpage du sol, on se pose toujours la question de l'organisation des sous-ensembles qui constituent la ville, la distribution des populations dans la ville, la séparation, la mixité, le rapport entre les activités ou l'habitat. C'est des questions qui se posent toujours et que c'est intéressant de voir comment on a posé ces questions avant pour innover. Parce que si on fait, comme souvent on l'a fait dans l'urbanisme, avant nous, il n'y a rien. Par exemple, moi, je me souviens très bien d'une visite du village olympique avec François Parfait, directeur de la SET, qui nous a fait une conférence après. Il a dit, avant 1950, il n'y avait rien en matière d'urbanisme en France. Il n'y avait rien qui n'existait. Il l'a dit comme ça. Il a dit, pour ça, je suis allé aux États-Unis. Et je pense que cette façon d'être, qui est quand même très présente dans la pensée urbanistique, nous empêche en fait d'avancer réellement. Donc voilà, c'est pour ça que je trouve que ce moment est un moment intéressant. Alors, peut-être tu peux mettre la deuxième photographie. D'abord, je voulais simplement dire que si j'ai quelques justifications à parler de Léon Jossely, c'est parce que c'est moi qui fais le travail, mais un de mes doctorants, qui s'appelle Laurent Delacour, qui a fait une thèse sur Léon Jossely, assez détaillée. Il a publié un bouquin dans les carnets d'architectes, et pas d'architecture, pardon, sur Léon Jossely récemment, et qu'on a une image assez précise maintenant de qui est Léon Jossely. Je ne vais pas vous répéter tout ce qu'il y a sur cette diapositive, mais c'est d'abord quelqu'un qui est formé à l'école des Beaux-Arts. C'est d'abord quelqu'un qui va dessiner ses plans comme on dessinait les projets de place publique quand on faisait un concours à l'école des Beaux-Arts. La façon d'aborder la question de l'architecture et de l'urbanisme de ces architectes urbanistes est absolument importante. Il a eu des fonctions universitaires, dans l'enseignement supérieur, il a été professeur à l'école des Beaux-Arts, il a été en charge de l'atelier d'art urbain, donc l'atelier d'urbanisme à l'Institut d'urbanisme de Paris, qui s'appelait à l'époque l'école des hautes études urbaines. Il n'a pas eu un rôle si important que ça dans l'Institut d'urbanisme, même s'il a joué un rôle important en tant que chef de l'atelier, mais ce n'est pas lui qui a
qui a construit, s'il y en a une, la pensée de l'école française d'urbanisme ou du mouvement français d'urbanisme, c'est plutôt quand même Marcel Poët ou les gens qui tournaient autour de Marcel Poët que lui. Il était quand même le praticien qui participait à des débats avec d'autres personnes. Il a été président de la Société française des urbanistes, ça a été dit, et il a quand même réalisé, ou il a été lauréat de plans importants, dont celui de Barcelone et celui de Paris, plus un grand nombre de plans de villes de province, dont Toulouse, sa ville natale, et Grenoble. Même si ces plans, quand même, il faut le dire assez rapidement, ne sont pas des plans qui ont eu un succès merveilleux. Ils ont été assez peu appliqués. Et c'est quand même ce qu'il faut dire aussi, là je fais une petite incidence, les grandes villes, c'est les mauvais élèves de l'application de la loi Courtenay. Le plus grand nombre de plans qui ont été approuvés, c'est les petites villes, les stations, les lieux de villégiature, plus que les grandes villes. Tu peux passer. Dans ce cas, donc le plan Josely, je dirais juste quelques mots, mais je m'appuierai un peu là-dessus. Donc il a fait le plan de Grenoble. Il a fait le plan de Grenoble en même temps qu'on fait l'exposition de la houille blanche, qui est un moment excessivement important de mise en scène de la relation industrie, recherche, université, qui a fait le succès de Grenoble pendant un certain nombre d'années et qui aujourd'hui fait plutôt son insuccès. Donc voilà, et tu peux passer. Donc tu peux passer. Oui, juste voilà. La deuxième, bon, c'était juste pour dire que juste celle d'avant a simplement un intérêt, c'est qu'elle montre l'évolution de la population de Grenoble, qui est une ville qui croît très rapidement à ce moment-là. Josely intervient dans les années 20 et en fait il construit ses prévisions démographiques sur le résultat de la croissance de la population qui arrivera en 1936. Il se base sur 150 000 habitants. Et là vous avez les différentes dates. C'est quand même relativement intéressant de savoir que pourquoi Paul Mistral, maire socialiste de Grenoble, fait venir Josely, parce qu'il sait qu'il est de la commission supérieure des plans d'aménagement et d'extension et que son plan aura des chances d'être mieux vu par la commission et le ministère de l'Intérieur qui doit approuver le plan. Donc voilà. Donc le plan Josely, c'est un assez beau plan, on a une assez belle représentation. Il fixe un certain nombre de choses, je reviendrai un peu plus dans les détails, mais sur les grandes options, il démolit les fortifications qui passaient sur le sud de Grenoble, il crée un système de grands boulevards, il libère ce qu'on appelle aujourd'hui le parc Paul Mistral, qui est un parc central de Grenoble assez important. C'est le lieu où il y aura l'exposition internationale de la houille blanche, et ça deviendra un des grands espaces verts de Grenoble. Il envisage un déplacement de la gare, c'est pour ça qu'il est connu. Il déplace la gare de l'ouest de la ville au sud de la ville, et il imagine une extension de la ville vers le sud avec un système de voies qui converge vers cette nouvelle gare. On peut passer la suivante, s'il te plaît. Donc, pour aller un tout petit peu plus loin, je voulais juste dire que Josely n'a pas traduit, mais il a fait l'avertissement d'une des traductions du livre de Raymond Unwin, Town Planning in Practice, traduit comme l'étude pratique des plans de ville. Il en a écrit la préface, l'avertissement, en 1922. Il y a une deuxième traduction de ce livre qui existe, qui a été fait par Henri Sellier, que Jean-Paul Frey a exhumé il y a assez peu longtemps. Ça montre l'importance de ce livre produit par un des grands architectes urbanistes anglais, un des grands théoriciens du planning en Angleterre, la manière dont il était bien connu par les milieux qui tournent autour de l'école des hautes études urbaines à cette époque-là, et comment il a pu servir, sinon de modèle, du moins de référence. Et donc, je vous conseille, si vous vous intéressez à cette époque-là, de lire ce qu'a écrit Josely. Il a écrit très peu de choses, mais il a écrit 5 ou 6 pages là-dessus qui montrent très bien quelles sont ses intentions et comment un certain nombre d'architectes se positionnent à ce moment-là. Donc, il explique qu'on est dans une période nouvelle de l'urbanisme, qu'on ne pouvait pas prolonger l'urbanisme haussmannien. Donc l'urbanisme haussmannien, il y a une espèce de relation qui est une relation à la fois de continuité, mais en même temps de rupture, et que le moment est ouvert pour la mise en place d'une nouvelle technique de l'urbanisme, il emploie le terme technique, et que cette technique de l'urbanisme, il estime qu'elle aura le succès du plan de la ville romaine, du pittoresque de la ville du Moyen-Âge, etc., etc. Il a des formules qui sont assez particulières. Alors, je peux passer à la suivante. Donc,
Pour aller un peu de l'avant, je voulais juste dire comment se positionne Josely, à la fois dans ses plans et dans sa pensée, autour d'un certain nombre de questions. La première, c'est favoriser le développement économique et le bien-être social. La deuxième, c'est rechercher l'harmonie avec le cadre naturel, le site et le contexte local. Ça a déjà été souligné. C'est l'organisation du système des voies, des espaces publics, comment il se positionne par rapport à ça. C'est la question de la nature en ville ou des réseaux d'espaces naturels en ville, du système du verre. Et enfin, c'est la question des typologies. Sur le développement économique et social, Josely explique parfaitement bien et très clairement que ça, c'est quelque chose qui est un grand oubli de la pensée haussmannienne. Je rappelle que la pensée haussmannienne, c'est une pensée qui intervient sur le dessin des espaces publics, sur la structure des espaces publics, que ceux-ci soient des espaces de circulation, des espaces verts, qui découpent le sol en conséquence de ça, que c'est une conséquence de cette action, et que la constitution des îlots est à l'initiative du privé. Elle est simplement encadrée par un règlement qui est un seul règlement pour tout Paris à travers les règles d'implantation par rapport à l'alignement et par rapport aux limites séparatives et les règles de hauteur. Et donc, Haussmann ne se préoccupe pas de la question du logement, il ne se préoccupe peu de la question du bâti, il se préoccupe peu de la question de l'architecture des bâtiments. Il pense que ça, c'est du domaine privé et que la question du logement social, pour lui, relève de la philanthropie et les gens qui tournent autour de lui relèvent de la philanthropie. Il a, par contre, en termes de social, une vraie action sur l'assainissement, l'eau, donc toutes les conditions d'hygiène dans la ville. Et donc, Josely, Marcel Poët, les gens de l'école des hautes études urbaines disent que la question du logement social, de l'amélioration des conditions de vie des pauvres, ce qui était évoqué par le musée social, était une des tâches nouvelles des urbanistes. Et il explique du point de vue économique qu'il faut en fait penser la ville comme un atelier qui appliquerait le taylorisme et que la ville doit être organisée comme ça. Et lisez la citation, mais il le dit qu'il faut raisonner en termes de division et séparation des fonctions. Et qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que ce ne sont pas seulement les architectes modernes qui parlent de ça, et qu'il faut arrêter d'imaginer que le fonctionnalisme, c'est ça qui fait la différence entre la pensée des Siam et la pensée de gens comme Josely ou d'autres pensées. Chaque fois qu'on fait un cours, on dit la ville moderne, c'est la ville fonctionnaliste, et moi je pense que ce n'est pas vrai. Si vous regardez la carte d'après, mais je passerai, si on regarde la carte d'après, il utilise le zonage d'abord simplement pour éloigner les usines de la ville, les usines qui polluent. Et c'est exactement la même chose que dit Le Corbusier. Regardez le plan de Chandigarh, les commerces et l'artisanat sont dans la ville et l'usine est à l'extérieur. Donc c'est simplement l'application d'une règle hygiénique pour des raisons d'hygiène sociale qui ne sont peut-être pas fondées. On déplace un certain nombre de fonctions qui sont considérées comme négatives. Donc il y a un espèce de mélange entre séparation et mixité qui est, on a fait une recherche avec Rachel sur cette question-là, qui est une des grandes permanentes de l'histoire de l'urbanisme. Deuxième point, la question, on en a parlé, du site, du cadre naturel, du contexte local. Josely est dans cette idée-là. Et quand on voit un certain nombre de travaux d'autres architectes, on fait des dessins, on prend en compte les courbes de niveau, on prend en compte les différences de l'hydrographie. Enfin, pour tracer un plan, on s'appuie sur le cadre géographique et ce qui existe pour construire un plan. Mais si j'ai remis cette carte, c'est aussi pour dire que par rapport à Haussmann, c'est l'idée aussi que la ville est faite de sous-ensembles qui ont chacun leur spécificité. Haussmann, c'est la ville contre les quartiers, si je caricature les choses. C'est un seul règlement pour tout Paris. C'est tous les quartiers de Paris qui doivent évoluer dans la même direction. L'urbanisme de la loi Cornudet, c'est respecter les différents quartiers. Si tu passes après, tu peux aller juste après. Non, celle d'avant, excuse-moi. Là, on a le règlement d'urbanisme du plan de Grenoble et on voit très bien la manière dont le centre-ville, on prend en compte les hauteurs existantes, on prend en compte la largeur des voies existantes. Quand on est sur les grands boulevards de Grenoble qui sont implantés sur l'enceinte, comment on imagine une typologie qui est d'autre nature, les quartiers de villas jumelés, et tout ça en fonction des configurations locales. Donc le zonage dont on a beaucoup parlé, c'est un zonage naturel, comme le dit Marcel Poët, et ce n'est pas un zonage dogmatique. Ce n'est pas un zonage qui est basé seulement sur la séparation des fonctions, c'est un zonage qui tient compte des différentes typologies.
même s'il y a l'idée quand même de sortir l'industrie de la ville, ça je l'ai dit avant. Donc s'il faudrait que tu retournes avant, excuse-moi, c'est embêté. Sur la question... Non, pardon, on peut aller plus loin. Sur la question des tracés, troisième point. Là, quand même, il y a une grande continuité entre Haussmann et Josely. Et quand on regarde le plan de Barcelone, on le voit. Moi, je trouve que c'est important de regarder les plans, de voir comment ils sont faits. Ils s'appuient sur le prolongement des diagonales du plan d'Haussmann pour reconstruire à travers un système de perpendiculaires la nouvelle géographie des espaces publics dans la ville. Donc ils s'inscrivent vraiment dans cette tradition, même s'il ne le dit pas. Il y a une grande continuité de ce point-là. De la même manière, sur la manière de constituer les places publiques, il introduit le carrefour giratoire qu'il n'a pas inventé, et on peut dire qu'il en met un peu partout. Regardez encore une fois le plan de Grenoble, il y en a vraiment beaucoup, et on ne sait pas, ils sont tous aussi utiles. Mais là-dessus, il y a quand même vraiment, on peut imaginer qu'il y a continuité, et c'est ça quand même qui fait la différence avec la ville moderne. La ville moderne ne sera plus structurée sur la pensée du système de voirie de la ville régulière d'Haussmann. Il sera pensé sur la théorie de la voirie de desserte qui est formulée par François Parfait, qui est une reprise de ce que dit Le Corbusier dans la charte d'Athènes. Quatrième point, je suis un peu long peut-être, il me reste encore 2 diapos. La question des espaces verts. Et donc, ça c'est une phrase, hein, il faut réaliser le mélange intime du cadre naturel et du milieu urbain, ou si le cadre ne s'y prête pas, ramener dans le milieu urbain la nature, par un énorme développement des plantations. Et en fait, là aussi, il fait référence explicitement à la cité-jardin, et il fait référence explicitement à la manière dont est organisée la nature dans la cité-jardin. Et la cité-jardin, Garden City, il n'y a pas de S à Garden, ça Jean-Pierre Frey l'a bien souligné, hein. Ce n'est pas une des maisons avec des jardins, c'est la nature qui structure la ville. Et il y a la ceinture verte, le Central Park, les allées plantées, les petits chemins qui séparent l'arrière des maisons, les squares de quartier, les greens dans les closes, les grands espaces de récréation. Donc c'est un ensemble, un dispositif spatial d'organisation de la nature qui est très développé, qui vient d'Haussmann. Hein. C'est Alphonse Alphand qui a commencé à le penser, et Jean-Claude Nicolas Forestier qui a travaillé avec Haussmann. Ça a été aux États-Unis par Olmsted, ça a été repris par les gens de la Cité-Jardin, et ça montre les échanges qu'il y a entre les Anglais et les Français et les Américains sur ces questions-là. Dernier point, donc dernière diapositive, c'est la question des diversités typologiques. Haussmann, c'est quand même un seul type d'îlot, même s'il prend des formes différentes. Enfin, je caricature un peu pour aider à ma... L'urbanisme de cette époque-là, c'est d'une part l'îlot ouvert des HBM, redécouvert par Potsdam Park au début des années 90, mais qui a été aussi appliqué par Perret dans la reconstruction du Havre de manière particulièrement intéressante. C'est aussi ces formes de groupement de maisons en bande qui s'appellent le close et que les Français introduisent, Cellier et ses architectes l'introduisent dans la cité-jardin sous le nom du clos. Donc c'est une diversité de formes beaucoup plus complexe. Sur les grands boulevards de Grenoble, c'est un système de plots, c'est-à-dire de gros immeubles qui sont au milieu de leurs parcelles et qui sont disposés de manière régulière le long du boulevard. C'est des maisons en bande, c'est des maisons individuelles, c'est des lotissements de maisons régulières. Donc il y a une plus grande diversité de formes urbaines que dans l'urbanisme haussmannien. Ce que je veux souligner là, c'est une dernière chose. C'est le fait que ce type de forme urbaine ne marche pas si on produit la ville comment Haussmann voulait qu'on la produise. Ça suppose des plans de masse, ça suppose une maîtrise publique, au moins partielle. Et donc ça, c'est un déplacement de la limite entre public et privé. Et donc je vais conclure. Le rapport à la Garden City est particulièrement intéressant. Je reviendrai pour terminer sur cette histoire de modèle qui me court dans la tête en ce moment. Quand on regarde les travaux de Christian Topalov et Susanna Magri, quand elles ont écrit l'article sur les Garden City et le transfert en France, elles disent en gros non, c'est pas vrai parce que l'Angleterre, c'est un pays où il y a des philanthropes qui achètent des terrains, qui créent des Garden City. Le modèle de la ville satellite ne marche pas. Cellier l'avait dit avant elle, etc., etc. En fait, c'est vrai que les urbanistes français, Cellier, Josely, toute une série de gens qui travaillent autour de la question de la cité-jardin, ne s'intéressent pas au modèle de Howard. Par contre, ils s'intéressent au bouquin de
de Raymond Unwin, à la manière dont Raymond Unwin a posé un certain nombre de questions sur les tracés, sur la typologie, sur le système du verre. Et en fait, Josely parle du littérateur qui est Howard, qui est un philosophe en fait, et du technicien qui a permis en fait la réalisation de Lex Schwartz. Et il dit c'est du côté de Raymond Unwin qu'il faut aller chercher les choses. Donc ça montre qu'un modèle, on en prend un peu ce qu'on veut. Quand on va regarder le transfert de la Cité Jardin aux États-Unis, c'est plutôt Howard, c'est plutôt un certain nombre de choses autour de la propriété qui sont prises. Quand on va en Allemagne, c'est quand même la propriété municipale du sol, mais ça donne des formes aussi différentes de la Cité Jardin que les rangées d'immeubles de Ernst May, qui a aussi travaillé avec Raymond Unwin, ça on ne le sait pas beaucoup. Donc il y a une diversité d'emploi d'un modèle qui est particulièrement intéressant. Et pour terminer, je voulais revenir sur le pittoresque. Je trouve que c'est intéressant, la question du pittoresque, et que Raymond Unwin l'a bien posé. C'est-à-dire que ce n'est pas une approche picturale ou esthétique. Il le dit très bien. On peut pratiquer les irrégularités à condition qu'il y ait une justification qui soit liée au cadre géographique ou à l'histoire. Mais autrement, il ne faut pas le faire. Donc il n'oppose pas le pittoresque au régulier. Il dit qu'il faut utiliser les deux et qu'on ne peut utiliser le pittoresque que dans ce cadre-là, très strictement limité. C'est la même chose que disait Camille Ossite avant lui, que Le Corbusier a dit, cette phrase absolument absurde sur le chemin des ânes. C'est exactement la même chose. Et donc, il y a une série de choses qui se reproduisent. Et moi, je trouve que si on part de définitions un peu précises, on évite parfois des faux débats et on peut aller un peu plus loin. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Gilles Novarina, de cette dernière intervention.